Alors bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Je veux d'entrée de jeu, là, on laisse les gens se connecter à la rencontre. Je veux vous informer que je rencontre des petites difficultés de nature technique. Alors, il se peut que je ne puisse poursuivre le début de la présentation. Alors, je vous remercie d'être patient et patiente envers cette situation. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Donc, bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et du ministère de l'Éducation du Québec, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Alors, les préoccupations, les présentations en fait réunies aujourd'hui traitent de préoccupations liées à la persévérance et la réussite scolaire, en fait à l'amélioration de la persévérance et la réussite scolaire dans des contextes de diversité ethnoculturelle, d'élèves issus de l'immigration, mais également des élèves accueillis en tant que réfugiés au Québec. Alors, quelles sont les pratiques innovantes pour répondre à leurs besoins? Comment améliorer la capacité des futurs enseignants et enseignantes à répondre aux besoins diversifiés? Comment bonifier les services éducatifs à la formation générale des adultes pour certains groupes d'élèves? Sont là certaines des questions de recherche au programme. Alors, vous êtes nombreux, nombreuses à avoir répondu à notre invitation. Vous êtes plus de 150 personnes à vous être inscrites d'horizons divers, évidemment, principalement du milieu de l'enseignement. Je remarquais que quand même 50 des personnes inscrites étaient dans des centres de services scolaires. Alors, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Donc, ce nombre important de personnes représente quand même une indication claire que les sujets abordés aujourd'hui et les résultats des projets de recherche présentés vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Je me présente, Geneviève Godbout, responsable de programme au FRQSC, et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Alors, nous recevons aujourd'hui Geneviève Audet, professeure à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que Ratna Ghosh, professeure à l'Université McGill. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, technicienne au FRQSC et responsable de l'organisation de la séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. Alors, j'en profite pour la remercier. Avec nous également, Mylène Jeté du ministère de l'Éducation du Québec, qui est responsable du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire et qui a été présente du lancement du projet, de l'appel de proposition, des rencontres de suivi, donc tout au long du processus jusqu'à aujourd'hui. Et Mylène Jeté a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice à la période de questions qu'elle relayera donc aux chercheuses et chercheurs présents. Donc, au cours des présentations, je vous invite à noter ce qui résonne particulièrement dans vos esprits et fait écho dans votre milieu ou à vos propres pratiques, et ce, en vue de cette période d'échange qui suivra. Vous n'aurez donc qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section de discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Alors, je vous informe que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants dans la section discussion, mais sont donc dirigées uniquement vers les chercheuses grâce à Mylène qui agira donc comme votre porte-voix. Alors, je poursuis brièvement, peut-être pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Je me permets de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants
chercheuses et chercheurs du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Et ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères, en l'occurrence le ministère de l'Éducation et du secteur privé également. Donc, en souscrivant à nos programmes, adhèrent à 2 principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Et c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est précisément en réponse à un appel de proposition lancé en 2018 dans le cadre du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire, invitant la communauté scientifique à se pencher sur les thématiques et besoins identifiés dans cet appel, puis à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux que la professeure Geneviève Audet et les co-chercheuses et co-chercheurs formant l'équipe de recherche ont été sélectionnés pour mener à bien le projet soumis. Mais également, c'est dans ce même contexte d'appel de proposition que le projet de Ratna Ghosh, professeur à l'Université McGill, et les co-chercheuses de l'équipe ont été aussi sélectionnés par l'instance d'évaluation. Alors, les projets, les résultats et pistes d'action présentés aujourd'hui découlent de cet appel de proposition. Alors, avant de commencer, je veux juste rappeler que chaque présentation est d'une durée de 45 minutes et suivie donc de la période d'échange de questions d'une durée de 10 à 15 minutes. On tente de bien suivre cette durée de présentation et la durée pour la période de questions, puisque on peut avoir des personnes qui se connectent éventuellement pour la deuxième présentation. Donc, on veut respecter cet horaire, cet ordre du jour que vous avez pris connaissance, dont vous avez pris connaissance dans l'invitation. Alors, pour la première présentation, nous accueillons donc Geneviève Audet. Geneviève Audet est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en formation et co-directrice scientifique du Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Elle s'intéresse à l'éducation interculturelle, aux relations école, famille immigrantes, communauté et à la formation du personnel scolaire à cet égard. Alors, je vois que la présentation est affichée. Sans plus tarder, je vous cède donc la parole, Geneviève Audet, afin que vous puissiez nous présenter le fruit de vos travaux. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on voit bien mon PowerPoint. Je suis désolée d'avoir coupé, d'avoir pris possession de l'écran rapidement, mais je voulais être certaine que ça fonctionne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats du projet de recherche Récit de pratique à propos de la compétence interculturelle et inclusive, production d'un matériau inédit de formation. Donc, tel que ça vient d'être dit, je m'appelle Geneviève Audet, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal. Donc, ce projet n'a pas été évidemment mené seulement par moi. On était une équipe. Donc, j'en profite pour remercier Corinna Borianadon, Sivan Hirsch de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Justine Gosselin-Gagné et Rola Koubessi, qui ont toutes deux été stagiaires postdoctorales sur le projet, de même que Marie McKendrew et Serge Desgagnés, qui ont été des personnes collaboratrices importantes à des moments stratégiques de la recherche. J'en profite aussi pour remercier le FRQSC et un grand merci à tous les partenaires qui sont listés ici sur la diapo. Donc, pour commencer, je pense que c'est important de situer dans quel contexte s'inscrit ce projet de recherche. Donc, 4 éléments principaux. Dans un premier temps, une présence grandissante d'élèves qu'on dit issus de l'immigration,
de première génération, donc ceux qui sont eux-mêmes nés à l'extérieur du Canada, et de deuxième génération, ceux qui sont nés ici, mais qu'un des deux parents ou les deux sont nés à l'extérieur du Canada. Donc, cette présence augmente et se disperse, si on peut dire, à travers le Québec. Donc, oui, il y a des élèves issus de l'immigration dans la région montréalaise, mais il y en a aussi dans d'autres régions du Québec. Donc, à l'échelle québécoise, c'est maintenant près d'un élève sur 3 qui est issu de l'immigration. Un deuxième point important de contexte, d'après un rapport de 2013, la formation initiale des enseignantes et des enseignants est inégale. Donc, leur formation au baccalauréat, pour prendre en compte, dans le fond, pour apprendre à prendre en compte la diversité ethnoculturelle, dépend à la fois de l'université qu'ils fréquentent, mais aussi du programme auquel elle et il se destinent. Une autre chose qui est importante, une méta-analyse québécoise qui a été réalisée en 2015 par Marie McKendrew et le groupe de recherche Immigration, Équité, Scolarisation, le GRIES, a mis de l'avant la nécessité d'investir des efforts soutenus dans la formation des enseignants, puisque la méta-analyse montre que c'est juste un des points faibles, disons, au Québec. Et finalement, un quatrième point, qui est à peu près en même temps que la méta-analyse a été publiée. Donc, en 2015, Potvin et ses collègues de diverses universités ont formalisé ce qu'ils ont appelé une compétence interculturelle et inclusive en contexte québécois. Cette compétence-là, je l'appelle théorique, puisque, dans le fond, ça veut dire qu'à partir d'une revue de littérature internationale, on a défini ce que devait viser et contenir une compétence interculturelle et inclusive que j'appellerais peut-être idéale. Donc, cette compétence s'articule autour de deux finalités, une de transformation sociale, donc qui mise sur le vivre ensemble, et une autre d'équité qui a davantage trait à la prise en compte des réalités et des expériences des élèves issus de la diversité ethnoculturelle. Donc, une qui vise, on pourrait dire, une finalité de transformation qui vise l'ensemble des élèves et la deuxième d'équité qui se précise sur les élèves issus de l'immigration. Par ces deux finalités, cette compétence s'inscrit donc en droite ligne avec la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle du ministère de l'Éducation de 1998 et de ces deux volets, tel que l'indique son nom. Donc, en fait, il y a de la cohérence dans les encadrements. Donc, j'ai aussi envie de vous dire que notre projet se distingue par une certaine originalité. Donc, en effet, au Québec, c'est quand même peu de recherche, au Québec, puis en général, quand même peu de recherches qui s'intéressent aux pratiques en faisant parler des enseignantes et les enseignants, comme je dirais, dans leurs pratiques. On a plutôt tendance à leur donner la parole sur leurs pratiques. Ce projet souhaitait donc proposer à la fois une manière différente de faire de la recherche, mais aussi d'approcher les enseignantes et les enseignants avec l'idée de les mettre à profit, je dirais, pour au final proposer un matériau de formation à l'intention de futurs enseignants et futures enseignantes, donc des enseignants en formation initiale. Ce que ça veut dire s'intéresser dans la pratique des enseignants, c'est que le cadre théorique qui sous-tend notre projet de recherche suppose d'adopter une posture qu'on dit compréhensive pour aborder les pratiques enseignantes. Une posture qui considère d'emblée que les enseignants et les enseignantes sont des personnes compétentes au sens où Giddens l'entend et qui font montre d'un savoir-agir professionnel. Ce savoir-agir professionnel-là, pour nous, ça correspond à toutes ces connaissances qu'un praticien ou une praticienne développe dans l'action à travers les jugements qu'il pose sur les situations problématiques qu'il rencontre. Donc, toutes les situations qui les sortent de la routine quotidienne. Certains auteurs peuvent parler de ça comme d'un savoir d'action, d'un savoir d'expérience ou encore d'un savoir pratique. Champy, lui, va un petit peu plus loin en parlant du savoir agir professionnel comme d'une certaine pratique prudentielle, donc l'exercice d'une certaine prudence, quelque chose qui relèverait d'une certaine sagesse pratique qui se donnerait à voir lorsque justement des praticiens sont confrontés à des problèmes qui sont à la fois singuliers et complexes
et qui se retrouvent un peu comme face à une certaine incertitude. Donc, quelque chose, comme je disais, qui brise la routine. C'est donc dans ces moments-là que les praticiens, mais notamment les enseignants, déploieraient un savoir qui ne revient pas à appliquer des savoirs scientifiques. Donc, c'est justement là le cœur de notre projet. Donc, c'était de trouver une manière de permettre à des enseignants d'expliciter leur savoir-agir professionnel développé en contexte de diversité ethnoculturelle. Donc, plus spécifiquement, ce projet-là s'inscrivait dans le besoin 8 de l'appel de proposition, donc celui qui était relatif aux pratiques innovantes pour améliorer la capacité des futures enseignantes et futurs enseignants à répondre aux besoins diversifiés de certains groupes d'élèves. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a ciblé les étudiants en formation initiale et ça portait aussi sur les élèves issus de l'immigration. Plus spécifiquement, on visait 3 objectifs. Donc, le premier, documenter une compétence interculturelle et inclusive en acte. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on avait une compétence théorique. Donc, on voulait maintenant documenter une compétence, comment elle est mise en acte, par l'intermédiaire de récits de pratiques d'enseignants. Comme deuxième objectif, on souhaitait élaborer, à partir de l'analyse qu'on ferait des récits recueillis, une théorisation de la compétence interculturelle en acte. Donc, là, on la documente, mais aussi on la théorise. Et puis, finalement, on souhaite produire, par ces récits de pratiques théorisés, un matériau inédit de formation à l'exercice de cette compétence, étant la compétence interculturelle et inclusive. Donc, l'atteinte de ces objectifs suppose évidemment la mise en place d'une approche méthodologique particulière, les récits de pratique, qui méritent quand même que je prenne quelques minutes pour vous expliquer, puisque c'est avec cette méthodologie-là qu'on prétend être en mesure de mettre en valeur le savoir-agir professionnel des enseignants en contexte de diversité. Donc, en fait, on a approché des enseignants volontaires pour qu'ils nous racontent une situation mettant en scène un enfant issu de l'immigration et éventuellement sa famille. Ce qui nous intéressait dans ça, c'était, comme je le disais tout à l'heure, un discours qui se rapprochait plus de moi, ce que j'ai fait dans la situation, c'est ça, plutôt que moi, ce que je pense qu'il faut faire. C'est la différence entre être dans sa pratique et sur sa pratique. Donc, en fait, plus spécifiquement, on cherchait une situation qui s'était déroulée soit il y a quelques années ou récemment, qui pouvait inclure d'autres acteurs ou actrices scolaires, donc certains des collègues, la direction, ou même des ressources externes, des organismes communautaires. Mais ça devait aussi être une situation qui les a mobilisés en termes de soit problèmes à résoudre, défis à relever, parce que comme je le disais tout à l'heure, le savoir-agir professionnel se donne à voir dans des situations qui sortent de la routine quotidienne. Donc, ça devait quand même être une situation qu'on peut dire problème pour eux. On leur a aussi demandé de choisir cette situation-là en fonction qu'elle soit susceptible d'aider un ou une future enseignante dans son apprentissage du métier. Donc, un peu comme le conseil qu'il donnerait, que ça illustre aussi un conseil qu'il aimerait donner à une future enseignante. Donc, ce sont des récits de pratique qui ont été recueillis à l'aide d'entretiens qu'on dit inspirés de l'entretien d'explicitation, mais aussi de la méthode d'entretien compréhensif. Donc, en fait, en gros, la sollicitation des enseignants est beaucoup portée sur qu'est-ce qui est arrivé, donc sur la chronologie des événements, mais aussi tout ce qui se passe dans leur tête pendant que cette chose-là, que la situation se déroule, donc ce qu'on appelle la délibération dans l'action. La façon dont on fonctionnait, c'est qu'on faisait la plupart du temps une demi-journée de préparation avec les enseignants qui étaient intéressés à participer. Ensuite, on les rencontrait en entretien individuel. Certains ont eu lieu par Zoom, pandémie oblige, mais d'autres ont eu le temps d'avoir lieu en présence. Ensuite, on a mis en forme le verbatim de la situation et pour en faire vraiment un récit de pratique. Et on leur a demandé de valider le produit, donc le manuscrit de leur récit, et de trouver un titre et de se donner un pseudonyme. Donc, je vous rassure que l'ensemble des noms que je vais utiliser sont des pseudonymes. Donc, au final, ce sont 18 récits de pratique qu'on a réussi à recueillir dans le cadre de ce projet-là. Donc, 11 ont été recueillis dans la région de Montréal
les 7 autres dans 3 autres régions qu'on dit hors Montréal. Donc, c'est une originalité aussi du projet de ne pas seulement s'intéresser à Montréal. 12 récits se déroulaient à l'enseignement primaire, 6 au préscolaire, 5 en classe d'accueil, 13 en classe ordinaire. Donc, je donne un petit peu de renseignements sur les élèves qui sont mis en scène dans les récits. Donc, parmi les 18, 15 récits mettent en scène des élèves de première génération, donc des élèves qui sont nés en dehors du Canada, et 2 des élèves de deuxième génération. Je sais que ça ne fait pas 18, c'est parce qu'il y a un récit qui porte sur un groupe d'élèves, donc on n'a pas pu les catégoriser. 14 des 18 récits mettent en scène des garçons. 16 mettent en scène des élèves allophones, donc qui n'ont ni le français, ni l'anglais, ni une langue autochtone comme langue maternelle. Et 4 élèves parmi ceux qui sont mis en scène dans les récits ont été identifiés par l'enseignant comme réfugiés. Donc, on fait confiance aux enseignants sur leur jugement, mais ce n'est pas une information qu'on a vérifiée dans les dossiers. Ce n'est pas nécessairement ce genre de transparence-là qu'on s'attend. Donc, on dit qu'ils ont été identifiés par l'enseignant comme réfugiés. Donc, maintenant, on va passer aux résultats. Donc, en fonction des 3 objectifs, on va voir ce que ça donne. Donc, en lien avec le premier objectif, qui visait à documenter l'intervention pédagogique en contexte de diversité, donc, documenter vraiment avec des récits pratiques. Donc, en fait, on a recueilli, comme je disais, 18 récits. On a créé un recueil avec ces récits-là. Donc, l'image que vous voyez à gauche, c'est la page couverture du recueil. Et on a aussi rendu disponible ce recueil-là sur le site Récits pratiques en contexte de diversité, qui est un site affilié à l'UQAM. Donc, vous voyez aussi une capture d'écran. Donc, le lien, c'est récits au pluriel diversité.uqam.ca. Donc, le recueil est disponible à cet endroit. Donc, c'est une des choses qu'on avait dit, qu'on voulait avoir des récits, mais aussi les rendre disponibles. Donc, ça, c'est chose faite. Pour une deuxième chose, je voudrais vous présenter, parce que là, on n'ira pas sur le site vérifier, vous montrer des récits, mais des extraits de ce que vous pouvez y trouver. Donc, j'en ai sélectionné 6, mais je ne vous les lirai pas tous. Donc, le premier dont je voudrais vous parler un peu pour que vous ayez une idée de c'est quoi le genre d'histoire que les enseignants nous ont raconté. Donc, le premier, en haut à gauche, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, le récit de Simone. Simone est enseignante en classe d'accueil. Au moment de l'histoire qu'elle raconte, elle cumule une 12aine d'années d'expérience. Cette année-là, l'équipe école se prépare à la venue d'élèves d'origine syrienne ayant vécu la guerre. Simone décide alors d'aborder ce sujet sensible avec ses autres élèves à l'aide d'un livre. Elle a alors la bénédiction de la direction ainsi que de la psychologue de l'école. L'activité suscite différentes réflexions et réactions chez les élèves qui s'identifient à l'histoire racontée et prend une tournure inattendue. Donc, il faudra aller lire le récit pour savoir comment ça finit. Un deuxième que je choisis de vous montrer, celui qui est dans le carré jaune. Le récit, ça a été appelé par sa narratrice « Un parcours migratoire à connaître », donc le récit de Sophie, qui raconte l'histoire d'Inaya. Inaya est une élève du préscolaire d'origine rwandaise. Elle est au Québec depuis quelques mois. Selon l'enseignante, l'élève ne réagit pas à cette tentative d'entrer en contact avec elle et ne semble pas vouloir prendre part aux activités qu'elle propose en classe. Contre toute attente, elle développe une certaine aversion à l'endroit d'Inaya qu'elle juge de façon négative. Donc, un autre genre d'histoire qu'on a eu, qu'on a recueilli. Et finalement, je vais y aller avec celui de Sarah. Donc, en bas à gauche, la mission que je me suis donnée, le récit de Sarah, qui est une enseignante de soutien linguistique. Elle raconte l'histoire d'un élève, Samuel, originaire de la République centrafricaine. Cet élève de maternelle est jugé très négativement par son enseignante titulaire. Sarah découvre que Samuel parle très bien français et qu'il est victime de préjugés. Elle se donne alors comme mission de lui venir en aide afin de développer son potentiel. Donc, ça peut donner une idée du genre d'histoire qu'on a, mais aussi
du genre de récit que maintenant qu'on a pour atteindre le deuxième objectif qu'on a analysé. Donc, pour la suite des résultats, donc en lien avec l'objectif 2 qui visait, on se rappelle, une théorisation de la compétence interculturelle et inclusive qu'on a appelée en acte. Nous avons analysé les récits et donc fait émerger, tel que c'est écrit dans le premier carré en haut, 10 manières pour les enseignants et les enseignantes de combiner ce qu'on a appelé sensibilité et vigilance dans l'action. En fait, la démarche d'analyse qualitative progressive des données qui a été menée sur les récits de pratique a d'abord permis d'extraire un message livré propre à chaque histoire. Donc, en fait, il nous a semblé qu'en posant un premier regard qu'on dit vertical sur les récits, donc en les prenant un après l'autre de manière indépendante, donc c'est ça le regard vertical, en posant un regard vertical, il nous a semblé qu'il se dégageait de l'ensemble des récits ce que nous avons appelé un message à livrer, un peu comme si les enseignantes et les enseignants avaient voulu se faire entendre à travers une certaine façon qu'on pourrait dire d'imposer une cohérence à la situation racontée. Donc, ils ont déterminé, aussi en déterminant la manière dont ils ont voulu se mettre en scène dans cette situation-là. J'en profite pour dire en passant que l'objectif de ces entretiens-là, ce n'est pas nécessairement de reconstruire, d'avoir accès à ce qu'on dirait la vérité de la façon dont la situation s'est déroulée, mais je dirais plutôt d'avoir des conditions de sincérité pour être en mesure que l'enseignant ou l'enseignante qui nous raconte la situation soit sincère dans sa manière de nous livrer autant la manière dont la situation s'est déroulée, mais aussi ce qui se passait dans sa tête au moment où ça arrivait. Donc, je reviens au message livré. Concrètement, donc l'essence de ces messages-là est apparue se concentrer autour de quelques phrases par récit. Puis finalement, on a pu trouver un message livré par récit, donc on en a identifié un pour chacun des récits. Un deuxième regard, là, on est rendu au carré gris, un deuxième regard qu'on dit maintenant transversal. Donc, une fois qu'on avait trouvé un message livré, fait émerger un message livré à chacun des récits indépendamment, on a ensuite posé un regard transversal sur l'ensemble des 18 récits qui nous a permis de se rendre compte que ces messages livrés-là révélaient deux types de rapports, comme si, pour les enseignants, il y avait approché l'intervention en contexte de diversité ethnoculturelle qu'on dirait sous deux angles. Certains récits rendaient compte d'un rapport à l'élève où clairement c'était la relation avec l'élève qui était au premier plan et où la classe était le principal lieu du déroulement de la situation narrée. D'autres récits puis messages livrés, c'était davantage un rapport à la famille qui était mis de l'avant, donc où aux marges de la classe, c'est la relation avec les parents de l'enfant qui est au cœur du récit. Donc, on a découvert, on a fait émerger ça aussi dans notre analyse. Finalement, on a posé ce qu'on dit un troisième regard tant sur les messages livrés qui sont axés sur le rapport à l'élève que ceux qui sont sur le rapport à la famille. Ça nous a amené à mettre en évidence que les enseignants, à travers la situation racontée, combinaient à la fois ce qu'on a appelé une nécessaire sensibilité et une certaine vigilance par rapport aux élèves issus de l'immigration et aux familles, mais aussi au contexte dans lequel se déroulait la situation. J'aurais envie de vous dire, c'est un peu comme s'il y avait, de la part des enseignants et enseignantes qui nous ont raconté des situations, un certain élan à s'engager auprès de ces enfants-là et de leur famille, mais aussi, et en même temps, ils nous disaient que cet élan-là devait être réfléchi. Donc, c'est comme ça qu'on a parlé d'une sensibilité, mais aussi d'une vigilance. Ce sont donc au final 10 agencements qui ont émergé de l'analyse. Donc, c'était important pour moi de les appeler agencements parce que ce n'est pas nécessairement une tension. Donc, justement, je ne sentais pas que les enseignants, les enseignantes, en se racontant, étaient comme déchirés entre un pôle ou l'autre, mais que c'était plutôt une manière de combiner les deux en même temps. Donc, d'être sensible
tout en étant vigilant. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne pour que vous ayez une idée de comment ça peut se traduire. Donc, on va commencer par ceux qui sont liés au rapport à l'élève. Donc, il y en avait 6 qui sont plus liés au rapport à l'élève. Donc, au début, je vous montre comment je l'ai théorisé, disons. Puis, ce qui est en blanc, c'est une citation qui est issue d'un des récits qui a mené à l'émergence de cet agencement-là pour vous donner une idée de comment de quelle forme ça prend dans le discours. Donc, le premier agencement, ce serait d'être sensible au vécu et au bagage des élèves, tout en faisant preuve de vigilance pour ne pas diminuer les attentes. Donc, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire dans le discours? C'est, par exemple, Stéphanie qui nous dit « c'est en s'intéressant à qui les élèves sont et en reconnaissant leur bagage qu'on parvient à les faire cheminer. Quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver d'autres chemins. Les moyens peuvent être différents, mais l'objectif demeure le même. » Donc, c'est comme ça qu'on en vient à théoriser. Un deuxième agencement, être sensible à construire une relation avec les élèves, mais tout en faisant preuve de vigilance pour ne pas attribuer aux élèves la responsabilité de celle-ci. Donc, on a ici Sini qui nous dit « C'était la première fois que je faisais autant d'efforts pour ne pas abandonner, pour établir une relation avec l'élève. Ça a vraiment été un travail constant, donc j'étais fière de ne pas avoir abandonné. » Donc, si on s'attribue la responsabilité de persévérer, je dirais, dans la relation qu'on a à bâtir, à construire avec les élèves. Un troisième, encore lié à l'élève, donc, par exemple, une enseignante comme Gigi nous a permis de faire émerger l'agencement, être sensible à soutenir les élèves tout en faisant preuve de vigilance pour respecter leur rythme. Donc, elle nous dit, on n'a pas besoin de sortir nos cartes de crédit et de leur acheter quelque chose. Il y en a qui ont vécu des choses vraiment difficiles avant d'arriver, donc il faut d'abord les stabiliser et après mettre l'accent sur le scolaire. Donc, cette idée-là de respecter leur rythme. On a, par exemple, le récit de Claire qui nous a permis de faire émerger le quatrième. Donc, être sensible aux histoires des élèves tout en faisant preuve de vigilance quant à la manière d'interpréter leur comportement et leurs attitudes. Donc, Claire nous dit dans son récit, un extrait, « C'était dans mes premières années de francisation au primaire et j'ai vu qu'on ne s'est pas questionné. On a juste appliqué une intervention comme on l'aurait fait pour n'importe quel élève, sans faire preuve de jugement. » Donc, par exemple, dans le cadre de ce récit-là, Claire racontait une histoire d'un élève qui venait d'arriver d'un pays en guerre et qui a, dès ses premières récréations avec les autres élèves, s'est fait enlever la possibilité de pouvoir aller aux récréations parce qu'entre guillemets, il ne savait pas jouer. Donc, pour elle, c'était... Cette punition-là n'était pas appropriée, on n'avait pas assez tenu compte de son histoire en agissant ainsi. Un cinquième agencement qui vient du récit de Simone, dont je vous ai lu un petit résumé tout à l'heure. Donc, être sensible aux possibles traumas des élèves tout en faisant preuve de vigilance quant à la manière de soutenir leur résilience. Donc, Simone qui nous dit « Mais si moi, dans mon travail, je ne suis pas capable d'entendre ces choses-là, les histoires traumatiques des élèves, les enfants vont être pris avec ça toute leur vie. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. À quelque part, c'est notre rôle. » Donc, on sent ici aussi l'agencement. Donc, oui, il faut être sensible, en même temps, il faut être vigilant sur comment on s'y prend pour soutenir ça, pour les aider à dépasser les traumas. Être sensible à soutenir l'élève nouvellement arrivé, tout en faisant preuve de vigilance quant aux autres responsabilités à assumer. Ici, on a Alexandre qui nous dit « Quand tout a été placé vers la mi-septembre, je me suis dit que j'allais avoir du temps pour m'occuper de la petite Véronica. En même temps, je me sentais un peu incompétent. J'avais toujours l'impression de m'occuper moins d'elle que de mes autres élèves. » Donc ici, on voit aussi comment Alexandre a su agencer ou combiner sa sensibilité, qu'il savait qu'il devait s'occuper de cet enfant-là, mais en même temps aussi qu'il ne devait pas oublier les autres choses, les autres responsabilités qu'il a à assumer dans le cadre de sa classe. Maintenant, on va voir les 4 agencements qui sont davantage liés au rapport à la famille, donc certains récits
qui parlait davantage, qui mettait davantage de l'avant la relation avec les parents qu'avec celui de l'élève, que leur rapport avec l'élève, pas nécessairement qui n'était pas présent, mais en tout cas qui était moins à l'avant-plan que la relation avec les familles. Donc, le premier agencement, être sensible à créer une relation avec la famille tout en faisant preuve de vigilance pour préserver leur intimité. Donc, Marie-Ève qui nous dit « Une autre chose qui a été importante pour moi pendant cette année-là, c'est d'accepter de ne pas tout savoir. Je me posais beaucoup de questions, mais je n'avais que peu d'informations et de réponses. Il fallait que je respecte le fait que les parents ne veuillent pas tout dévoiler sur leur histoire et que je ne sois pas intrusive. » Donc, l'idée de respecter. Donc, oui, on a besoin d'informations pour créer une relation, mais en même temps, il faut aussi préserver leur intimité. Ensuite, l'histoire de Véronique qui nous permet de théoriser l'agencement, être sensible aux réalités des familles tout en faisant preuve de vigilance pour ne pas brusquer les choses. Donc, plus haut, on parlait plus de préserver leur intimité, donc pas nécessairement de leur imposer toute une transparence dans la relation, mais aussi, Véronique ajoute l'idée de aussi y aller doucement. Donc, il ne faut pas être dur avec les parents immigrants et s'adapter à eux. Il faut les accueillir. Il ne faut pas toujours calculer ses minutes. Il faut faire attention parce qu'on travaille avec des familles qui ont beaucoup de vécu. Ce ne sont pas des dossiers. Finalement, dernière diapo des agencements. Donc, on a aussi Laurie dans son récit qui nous a permis de faire émerger l'agencement, être sensible aux cultures des élèves et des familles tout en faisant preuve de vigilance pour ne pas généraliser. Donc, elle nous explique, j'ai choisi de raconter cette histoire pour démystifier les immigrants. Je n'essaie pas nécessairement d'échanger. Chaque culture est différente. Il ne faut pas mettre tous les immigrants dans le même panier. Donc, c'est une façon de dire que même si on veut être sensible, en même temps, il ne faut pas nécessairement généraliser ça à l'ensemble des élèves des familles qu'on identifie à certaines cultures. Finalement, être sensible aux difficultés linguistiques que peuvent rencontrer les familles allophones, tout en faisant preuve de vigilance pour ne pas baisser les bras dans l'établissement d'une communication avec elles. Donc, on revient un peu à tout à l'heure, l'idée de la relation avec l'élève, mais là, on est avec les familles, mais particulièrement les familles allophones. Donc, Lily qui nous dit « À partir de ce moment, nous avons décidé de communiquer, même si on ne parle pas la même langue. Je me rends compte que même si les parents ne parlent pas français, il faut trouver un moyen de communiquer. C'est la meilleure façon de savoir ce qui se passe pour un enfant. » Donc, on a l'ensemble de ces agencements-là, donc les 10 agencements, qui nous ont ensuite mené à dire qu'on pouvait envisager, disons, cette théorisation-là en agencement, sensibilité, vigilance, nous éclaire ce qu'on dit une compétence interculturelle et inclusive en acte. Donc, en fait, nous montre que ce n'est pas seulement une façon théorique que la compétence interculturelle en acte nécessite, disons, de combiner sensibilité et vigilance dans plusieurs aspects. Donc, c'est différentes manières pour les enseignants de combiner une nécessaire sensibilité, une certaine vigilance dans l'action, nous apparaît aussi rendre compte de ce que tantôt j'ai présenté comme une pratique prudentielle, donc comme Champy nous en parle. Donc, en effet, abordés sous l'angle du savoir-agir dont il témoigne, les récits mettent en évidence que les enseignants, à travers les situations qu'ils ont racontées, ils font montre d'une activité prudentielle. Puis les agencements nous permettent de rendre compte de différentes manières dont cette prudence-là peut être exercée, mais aussi comment ça peut se décliner. Donc, en fait, au final, un regard transversal sur l'ensemble des agencements, donc les 10 que je viens de vous présenter, nous permet d'avancer que les récits dont on dispose, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres si on avait si on avait aussi d'autres récits, si on en avait eu plus. Cette prudence-là s'exerce dans 3 zones. Dans une première zone, on retrouve 5 agencements parmi les 10 qui témoignent d'une prudence à exercer dans les relations qu'on établit, autant avec les élèves qu'avec les familles,
qu'on pense entre autres à être sensible, comme je disais tout à l'heure, sensible à leur réalité, tout en étant vigilant à ne pas brusquer les choses. Par exemple, dans une deuxième zone, 2 autres agencements nous semblent davantage relever de ce qu'on a appelé une prudence à exercer dans le soutien à l'apprentissage. Pensons, par exemple, là, tout à l'heure, l'agencement où on disait être sensible au bagage de l'élève, mais en ayant les mêmes attentes envers lui, ou encore à soutenir les élèves tout en respectant leur rythme. Finalement, on peut aussi voir que dans une troisième zone, 3 autres agencements parmi les 10 amènent vers une prudence à exercer dans la manière de définir son rôle professionnel auprès des élèves issus de l'immigration, mais aussi auprès de leur famille. Un peu comme si, je dirais, dans leur récit, les enseignants réaffirmaient les frontières de leur responsabilité de la manière telle qu'ils ou elles les envisagent. À cet égard-là, pensons par exemple à Simone, qui, tout en étant sensible aux possibles traumas de ses élèves, dit souhaiter soutenir leur résilience, ou encore, on se rappelle d'Alexandre, qui, tout en voulant soutenir l'élève nouvellement arrivé, ne souhaite pas que cette responsabilité, qui est nouvelle pour lui parce que c'était la première fois qu'il accueillait un enfant allophone, sans que cette responsabilité prenne le pas sur toutes les autres responsabilités qu'il a à assumer. Donc, en fait, on a déterminé 3 zones pour la prudence. Donc, finalement, les résultats qui sont en lien avec l'objectif 3, le troisième objectif était de produire, par ces récits de pratiques théorisés, un matériau inédit de formation. Et donc, dans le cadre de l'objectif 3, la façon dont on s'y est pris, c'est plutôt de regarder en quoi le matériau, donc autant les récits de pratique que leur théorisation en agencement, pouvaient être porteurs, disons, pour la formation initiale à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, parce qu'on a pris le pari que ces récits-là pourraient constituer un matériau qu'on dirait fécond pour la formation des futurs enseignants. Donc, pour ce faire, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en dialogue, disons, nos résultats avec les finalités de la compétence interculturelle et inclusive, entre guillemets, théorique, que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, dans le fond, j'ai mis ici les deux finalités plus clairement. J'avais seulement dit qu'il y en avait une de transformation sociale puis une qui visait plus l'équité. Mais donc, il nous est apparu que l'ensemble des 10 agencements qu'on a fait émerger des récits s'inscrivent dans la deuxième finalité, soit celle d'équité, qui a trait à la prise en compte des réalités des expériences issues de l'immigration. Donc, on voit que, dans le fond, dans les récits dont on dispose, il n'y en aurait aucun qui interpelle, disons, la première finalité, qui est plus celle qui parle de vivre ensemble, du vivre ensemble, mais aussi qui interpelle la reconnaissance des rapports de pouvoir dans la société et peut-être même à l'école. Donc, ça, c'est un premier constat qu'on a fait. Un deuxième, vous n'êtes pas obligé de lire toute la diapo. On a aussi, en fait, la compétence interculturelle et inclusive et c'est 2 finalités et 6 composantes. Donc, je ne vous les avais pas présentées d'avance, je les ai toutes mises. Mais finalement, ce qu'on se rend compte quand on met en dialogue les agencements, sensibilité, vigilance et les 6 composantes de la compétence interculturelle et inclusive, on se rend compte que ce n'est pas l'ensemble d'entre elles qui sont interpellées par les agencements qu'on a fait émerger. Donc, ce sont en fait 2 d'entre elles qui sont interpellées. La troisième, donc, qui renvoie à l'adoption d'attitudes et de pratiques qui reconnaissent la diversité des expériences et des réalités des élèves issus de l'immigration. Donc, on la voit en vue de soutenir leur réussite éducative. Et la cinquième, donc les 2 que j'ai mis en gras, relative notamment à la collaboration avec les familles, tout en tenant compte, ici aussi, de leurs expériences et de leurs réalités. Ainsi, on peut dire que par les situations qu'ils mettent en scène et les messages livrés qu'ils illustrent, les récits de pratique dont nous disposons, donc les 18 récits dont on dispose, sont susceptibles de soutenir la formation des étudiants au regard de la finalité d'équité, de la compétence interculturelle et inclusive, mais aussi plus spécifiquement sur 2 de ces composantes. Donc, un peu comme si on ne toucherait pas nécessairement
l'ensemble de ce que comprend la compétence interculturelle et inclusive théorique si on utilisait ces récits-là dans la formation. Donc, pour nous, une formation à partir de ces récits de pratique qui plonge, dans le fond, qui pourrait plonger les étudiants dans la réalité de la pratique prudentielle des enseignants, pourrait s'avérer particulièrement pertinente, mais aussi féconde pour les sensibiliser aux enjeux de l'intervention en contexte de diversité ethnoculturelle, mais tel que vécu par la pratique, pas seulement d'une manière théorique. Il y a tout lieu de croire, on y croit, il y a tout lieu de croire qu'en amenant les étudiants à se positionner de manière critique par rapport aux interventions qui sont mises en œuvre dans ces récits, une telle formation pourrait, et ça c'est important, même si ce n'est pas explicitement traité dans les récits, ça pourrait permettre aux futurs enseignants d'être initiés à la finalité de transformation sociale, même si officiellement les récits ne portent pas là-dessus, qui renvoie, cette finalité-là, qui renvoie davantage à la reconnaissance des rapports de pouvoir et des inégalités. Donc, pour nous, c'est important de dire que même si ça ne couvre pas tout, si on leur apprend à adopter une posture critique par rapport aux récits, aux interventions qui sont menées dans les récits, bien, ça nous permettrait aussi de les former à la finalité de transformation sociale. Donc, ainsi, on pourrait dire qu'il nous apparaît qu'une formation à partir des récits de pratiques recueillis est susceptible d'améliorer la capacité des enseignants, des futurs enseignants, à répondre aux besoins diversifiés des élèves issus de l'immigration, tel que le précisait l'appel de proposition auquel on prétend répondre avec ce projet de recherche. Donc, évidemment, il existe plein d'autres analyses, plein d'autres avenues d'analyse possibles avec ces récits-là. Donc, on a choisi une manière de les analyser puis de les présenter dans le cadre de ce rapport-là, mais d'autres choses sont à venir, évidemment. Il y aurait d'autres manières, on peut dire, de faire parler ces récits-là. Il y aurait notamment lieu de pousser l'analyse des pratiques enseignantes en fonction des contextes régionaux. Parce qu'on a justement des récits qui sont à Montréal, mais d'autres qui sont en dehors de Montréal, donc on pourrait pousser davantage cette analyse-là, ou encore en fonction de l'expérience des enseignants qui se sont racontés dans leur récit, en fonction de l'expérience qu'eux ont en contexte de diversité. Donc, c'est des données qu'on a aussi, s'ils ont déjà fait de la formation continue, s'ils ont été formés dans quoi ils ont étudié et tout, donc on pourrait voir ça. Mais les résultats ouvrent également sur des pistes de recherche. Une première, je dirais que ça pourrait être la nécessité de documenter l'effet justement d'un dispositif de formation à partir des récits de pratique en formation initiale pour voir si ça sert à quelque chose de se former à partir de récits. Je fais le pari, je n'embarque pas toute mon équipe, je fais le pari que ça pourrait peut-être permettre de développer le jugement professionnel à partir du jugement professionnel de quelqu'un d'autre, mais d'autres projets en cours permettront peut-être de le documenter. Mais ici, aujourd'hui, j'ai envie de vous nommer deux pistes de recherche qui pourraient permettre d'éclairer des enjeux plus larges qui méritent notre attention, notamment dans le milieu scolaire. Une première, le carré orange. En fait, une des choses qui ressort aussi de nos analyses, c'est que puisque 15 élèves mis en scène dans les récits sont des élèves de première génération d'immigration et que l'ensemble des récits de pratique s'inscrivent dans la finalité d'équité, on croit qu'il y aurait lieu de penser une ou des recherches qui permettent d'une part, de mieux comprendre cette invisibilisation des élèves de deuxième génération. Donc, en fait, quand on a toujours parlé d'élèves issus de l'immigration, qui inclut les premières et les deuxièmes, mais la plupart des enseignants ont choisi de nous parler d'élèves de première génération. Donc, il y aurait lieu, à notre avis, de mieux comprendre cette manière de peut-être invisibiliser les élèves de deuxième génération. Puis c'est quelque chose qui a notamment été documenté dans un récent projet Action concertée sur le climat interculturel des écoles auquel j'ai participé. Mais d'autre part, de telles recherches nous permettraient aussi de documenter les limites potentielles des pratiques d'équité qui risquent, dans une certaine mesure, de contribuer à une certaine ségrégation.
Donc, un peu comme si, à force de vouloir répondre aux besoins des élèves issus de l'immigration et de leur famille, on contribuait aussi à les constituer comme autres, ce qui, au final, contrevient à l'équité. Donc, peut-être de s'intéresser davantage à cette finalité d'équité-là. Aussi, mais aussi toutes les, j'oserais dire peut-être les dérives qui peuvent venir avec le fait de privilégier ça. Deuxièmement, une autre recherche qui pourrait être intéressante à notre humble avis, puisque 14 récits sur 18 mettent en scène des élèves de sexe masculin qui, si l'on se fie à leur pays d'origine ou à celui de leurs parents, avec toutes les limites que cela comporte, ont en commun d'appartenir à une minorité visible. Et considérant que plusieurs recherches québécoises ont déjà documenté le fait que les garçons issus d'immigration cumulent souvent plusieurs vulnérabilités sociales et scolaires, il pourrait être pertinent de penser des recherches qui permettent de documenter dans quelle mesure l'école, en tant que système, contribue ou pas à créer ou à reproduire des inégalités. Finalement, j'aimerais ça aborder des recommandations qu'on a formulées. Donc, en effet, à la lumière des récits et des recueillis puis de la théorisation proposée, on est en mesure de formuler, on a 4 recommandations à l'intention des formateurs universitaires, du ministère de l'Éducation, mais aussi des chercheurs. Donc, la première chose, ça serait de développer, notre première recommandation, de développer un dispositif de formation à partir des récits de pratiques recueillis et de la théorisation en agencement proposée. Je n'aurai pas assez de temps pour tout vous dire les choses qui sont là, mais je vais insister sur le fait que, dans le fond, cette formation, ce dispositif de formation-là doit aussi être prévu en fonction de toutes les choses, des choses qu'on a su documenter, avec notre théorisation, mais aussi de ce que les récits n'ont pas documenté, donc comme j'en ai parlé un peu à travers ma présentation. Puis de s'assurer, 1.5, que la formation continue à cet égard soit disponible dans l'ensemble des régions du Québec et qu'elle prenne en compte les spécificités des contextes d'exercice. Donc ça serait notre première recommandation. Donc, à l'intention, on dirait des universitaires, donc peut-être à mon intention et à celle de mes collègues aussi. Nos 3 autres recommandations, il y en a 2 à l'intention du ministère de l'Éducation. Donc, on recommande de poursuivre l'offre de formation continue qui existe déjà et d'accompagnement des milieux sur la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse, parce que dans le fond, on voit aussi qu'il y a peut-être, d'après l'échantillon de récits qu'on a, qu'il y a peut-être des choses qui sont plus à travailler, notamment la responsabilisation en termes de transformation sociale. Et une autre, de continuer de soutenir la mise en œuvre de l'éducation interculturelle dans les milieux scolaires. L'éducation interculturelle étant en fait la manière de mettre en acte la finalité de transformation sociale. Donc, il existe déjà des mesures de soutien. On propose de les continuer. Et à l'intention des chercheurs, peut-être un peu nous encore, poursuivre la recherche sur la formation à la finalité de transformation sociale, la compétence interculturelle et inclusive, parce que dans le fond, on ne croit pas nécessairement que c'est des mauvaises intentions des enseignants qui ont fait des récits, mais peut-être aussi qu'on doit repenser la formation. Puis pour repenser la formation, il faut faire plus de recherche pour être capable de la documenter. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Geneviève Audet. Alors, je ne sais pas si on me voit, je vais replacer. Comme Oui. vous voyez, j'ai changé de décor. Alors, c'est une première en 2 ans. Je me retrouve à l'extérieur, mieux connectée qu'à l'intérieur. Bien, merci. Par chance, j'avais pris le temps de lire votre rapport et bon, il n'y a pas de questions. J'invite vraiment les participants qui sont connectés en ce moment à nous livrer leurs commentaires ou poser des questions. Peut-être que je me permettrais de demander, moi, ce qui m'interpellait, c'était les 14 garçons finalement sur les 18 récits. Est-ce que si on avait plus que 18 récits, est-ce qu'on
on irait vers de nouveaux résultats? Est-ce que ça viendrait, je pourrais dire, bonifier finalement le document utile à la formation? Puis pourquoi 14 garçons? Est-ce que c'est un taux de réponse? Il y avait une plus grande ouverture, était plus à l'aise à répondre, à participer ou c'est les cas récoltés là, auprès des professeurs, c'est ça? En fait, évidemment que d'avoir plus de récits nous permettrait soit d'affiner les agencements, soit d'en trouver d'autres, ou peut-être même éventuellement si on pouvait avoir plus de récits en dehors de Montréal, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais tout ça, ça s'est passé aussi en contexte de pandémie. Donc, ça a eu certains effets sur le recrutement, aussi sur la disponibilité des enseignants à participer à des projets de recherche. Mais c'est sûr que, tu sais, on ne considère pas, je pense que, tu sais, en recherche qualitative, on dit souvent peut-être pas que c'est pas généralisable, mais c'est comme crédible. Donc, on peut penser que ces choses-là sont représentatives d'à peu près ce qui se passe, sans exclure qu'il pourrait y avoir d'autres situations, notamment peut-être dans des contextes où il y a une moins grande diversité, parce qu'on n'a pas eu tant de récits que ça, qui étaient dans des contextes où ce n'était pas très multiethnique. Deuxième chose, 14 garçons de groupes minorisés, racisés, ben, il y a quand même beaucoup de recherches qui ont montré que c'est des enfants qu'on identifie plus souvent comme des enfants à risque, les garçons. Il y a aussi des recherches qui nous parlent de profilage, pas nécessairement à l'école, mais comme ce qu'on questionne là-dedans, évidemment, c'est pas nécessairement pourquoi les enseignants les ont choisis, mais si on demande une situation qui a posé problème à un enseignant, bien là, 14 fois sur 18, ça a été un garçon de groupe racisé. Là, d'après les pays de naissance, on pourrait dire un garçon noir. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut continuer à questionner qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la responsabilité de l'école dans des choses comme ça, mais en même temps en documentant peut-être davantage aussi tant le vécu des jeunes, mais aussi le vécu des enseignants, puis aussi les contraintes, je dirais, institutionnelles avec lesquelles ils doivent composer. Oui. Ils ont peut-être des billets aussi, donc avant de choisir, de sélectionner un cas particulier, de vous en parler. Ben, puis ça, nous, habituellement, là, on fait une rencontre de préparation où les enseignants nous disent si je parle de telle situation, est-ce que c'est correct? Si je parle de ça, on dit toujours oui. L'important, c'est qu'il ait envie de nous en parler. Donc, tu sais, on n'intervient pas du tout sur ça. L'idée, c'est qu'il nous raconte une histoire qu'il considère porteuse d'enseignement, une situation qui leur a appris quelque chose puis qui pourrait apprendre quelque chose à d'autres. Donc, c'est. On va continuer évidemment à recueillir des récits, peut-être même idéalement aussi dans les écoles secondaires. Oui, merci. Je pense que du côté de Mylène Jeté, Mylène avait peut-être une question, puis je vois qu'il y a des questions qui entrent. Là. Je cède la parole. Donc. Oui, je vais y aller avec. Il y a eu c'est plus des commentaires dans le chat que des questions, mais je vais te les partager, Geneviève. Il y a Nathalie Fortin qui indique que plus de 30 d'élèves issus de l'immigration, ça me parle dans le sens que nous devons en apprendre davantage sur les façons d'apprendre pour y ajouter nos pratiques, sur leur façon d'apprendre, pardon, pour y ajouter nos pratiques. Donc, j'imagine que ça vient quelqu'un qui est dans le réseau directement, qui travaille avec ces élèves-là. Elle indique aussi bien intéressant les 10 agencements pour susciter la réflexion auprès de nos équipes. Donc, encore une fois, un commentaire, je pense que les résultats de vos recherches vont faire du chemin. Il y a une autre question qui vient de rentrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de récits ou situations nommées en lien avec les pratiques religieuses? Par exemple, la pratique du ramadan pour les jeunes, pour les plus jeunes. Est-ce que vous avez des réponses à cette question, Geneviève? Dans le cadre de ce projet-là, non.
c'est pas arrivé. On n'a pas eu rien qui était vraiment lié à des pratiques religieuses. Des fois, on dirait, ça n'a pas été nommé comme ça. Sans doute que pour certaines enseignants, enseignantes, des pratiques parentales peuvent être aussi des pratiques religieuses, mais il y a personne qui nous a approchés en disant c'est un problème lié à la religion. On n'a pas eu ça. Alors, il y a une nouvelle question qui vient d'entrer. Ne serait-il pas nécessaire de préparer les enseignants en formation initiale aussi bien qu'en formation continue sur ces compétences interculturelles et inclusives? C'est mon quotidien. En fait, oui, on travaille fort sur la formation, la formation initiale, notamment, comme je disais au début, la formation initiale est inégale selon les universités. Elle était en 2013. On peut penser que les programmes de formation ne changent pas si rapidement que ça. Donc on peut penser qu'évidemment, de bonifier la formation initiale, c'est quelque chose, mais aussi d'offrir la formation continue, comme tout à l'heure, le commentaire de Mme Fortin, je crois, qui disait, évidemment, on est rendu à 30 d'élèves issus de l'immigration, ça monte encore. C'est de plus en plus dispersé, en tout cas, c'est plus seulement à Montréal. Donc, il faut que tout le monde se prépare, puis je pense que l'ensemble des enseignants des futurs enseignants doivent être formés à prendre en compte la diversité, même s'il n'y a pas de diversité dans leur classe. Merci. Alors, j'y vais plus avec un commentaire de Mme Lavoie qui indique que les récits présentés démontrent que le choc culturel n'est pas présent uniquement chez le nouvel arrivant, mais aussi pour nous qui devons nous ajuster, qui devons s'ajuster dans nos perceptions et pratiques. Ensuite, il y a une nouvelle question, une dame qui revient sur les pratiques parentales. Est-ce que les pratiques parentales différentes sont souvent soulevées? Il y a quand même beaucoup, il y a des récits qui disons, mettent plus d'emphase sur la relation avec la famille qu'avec l'enfant en tant que tel, puis c'est correct, c'était prévu comme ça, c'était possible. Je dirais que ce que je ressens dans les récits, c'est beaucoup, évidemment qu'on dit qu'il y a des pratiques parentales qui sont différentes, mais je dirais que c'est pas... on dit souvent dans la recherche que la plupart du temps, les milieux scolaires ont un regard déficitaire sur les familles immigrantes. C'est quelque chose qu'on ne sent pas tant que ça. Ou du moins, on trouvait souvent une perspective déficitaire, c'est en fait qu'on focus sur tout ce qui leur manque plutôt que sur leurs forces. Mais quand ça arrive, ce qui est beau dans les récits, c'est que souvent, l'histoire du récit, c'est comment leur perception sur les familles s'est transformée à force de les connaître, à force de connaître l'enfant, à force de pouvoir échanger. Donc c'est pas, je dirais que si c'est des fois le point de départ des histoires, c'est pas nécessairement quelque chose qui reste comme une fracture dans la relation école-famille, dans l'évolution de la situation, je dirais. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Alors, félicitations, Geneviève, de Pierre Simard. C'est très intéressant. Est-ce que tu crois que c'est plus simple pour les jeunes issus de l'immigration de s'intégrer en région? Est-ce une question à laquelle on peut risquer une réponse? D'ailleurs, j'en profite, c'était d'ailleurs la même question que je voulais aussi te poser, Geneviève. Donc, je te laisse aller si tu es capable de nous donner des pistes de réponse là, autour de ça. Bien, c'est un peu bizarre parce que pour répondre à cette question-là, il faut comme que je sorte un peu de ce projet de recherche-là. Mais en fait, je ne sais pas si c'est plus simple. C'était à eux qu'on devrait le demander. C'est pas à des chercheurs, ou au moins des chercheurs qui devraient s'intéresser à comment les jeunes vivent ça. Mais en tout cas, d'après une des recherches qu'on vient de mener, ce qu'on a vu, la recherche sur le climat interculturel, qui est dans le PA-PRS aussi, c'est aussi que dans le fond, on a vu, d'après les jeunes qui ont répondu à notre questionnaire,
que c'est davantage en dehors de Montréal qui sentent que la diversité est valorisée dans leur école. Est-ce que c'est ça qui facilite, est-ce que c'est ça qui est un prédicteur de leur intégration? Bien, ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc, je ne sais pas si c'est plus simple. La chose qu'on sait, c'est qu'en termes de réussite scolaire, de réussite éducative, de réussite scolaire, d'obtention d'un diplôme d'études secondaires, pour l'instant, au Québec, c'est les élèves de deuxième génération qui diplôment davantage que ceux de première et de troisième génération et plus, ceux qu'on est porté à associer à non-immigrants, mais qui sont quand même des fois immigrants. Donc, en termes de réussite éducative, on sait que les deuxièmes générations ont beaucoup de difficultés, on trouve plus d'expériences socio-scolaires difficiles chez les deuxièmes générations, mais en même temps, c'est ceux qui diplôment le plus. Donc, je pense que ça aussi, mais ce n'était pas le cadre de ce projet-là, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit regarder plus, qu'est-ce qui se passe avec les deuxièmes générations au Québec. Mylène, il y aurait une dernière question. Faudrait prendre 30 secondes. OK, je vais la poser. Geneviève, si tu es capable de répondre en 30 secondes parce qu'on devrait passer à la prochaine présentation. Donc, la question est la suivante. Quelle action pourrait faire les écoles afin d'améliorer un sens d'inclusivité avec sentiment, pardon, d'inclusivité avec les parents immigrants? Rapidement, si possible. C'est mon éditorial de toujours. La première chose à faire, c'est qu'on doit reconnaître les forces des familles immigrantes et miser sur celles-ci plutôt que miser sur ce qui, à nos yeux, leur manque. Il y a d'autres articles là-dessus, mais pour l'instant, c'est ça que j'aurais envie de dire pour terminer. Merci beaucoup, Geneviève, pour la qualité de ta présentation. Geneviève Godbout, est-ce que tu es là ou parfait? Donc, je te laisse prendre la suite. On se passe le flambeau aujourd'hui. Merci beaucoup.